Good Morning Business. Business Today. Vous avez pris pour votre grade, hein, vous avez entendu. Oui, j'ai cru entendre. Mais alors justement, votre note elle est intéressante parce qu'elle bat en brèche des idées reçues, en tout cas qu'on entend sur d'autres médias d'information continue, que le pouvoir d'achat des Français baisse. Vous dites ce matin, le pouvoir d'achat des Français monte de 1,2% cette année. Oui, bonjour. Alors effectivement, notre prévision est de 1,2%. Quand on le ramène au nombre d'unités de consommation, au nombre de personnes, c'est 0,7%. Alors quelle est la différence entre 2023 et 2022 ? Il faut voir que ce qu'on appelle les termes de l'échange se sont nettement améliorés. Ouais. C'est-à-dire que quand en 2022, les coûts des intrants étaient très élevés, étaient en hausse très rapide, beaucoup plus, c'est-à-dire que les coûts de nos importations étaient beaucoup plus dynamiques que ceux de nos exportations, la situation s'est retournée en 2023. Et donc, cette amélioration des termes de l'échange, elle apporte un peu d'air aux revenus des ménages, aux revenus des entreprises, directement ou indirectement. Vous dites, Julien Pouget, les intrants, c'est les coûts des matières premières, oui. L'énergie. Clairement, on voit qu'il y a eu deux parties dans l'année. Ça va mieux fin 2023 que début 2023. Mais il reste une inquiétude sur le front énergétique. On est toujours à la merci, et on l'a vu ce week-end, hélas, d'un choc sur les coûts des matières premières, sur les coûts de l'énergie. À ce stade, la situation sur le front économique n'est pas semblable à ce qui s'est passé il y a 50 ans au moment de la guerre du Kippour, qui avait contribué à provoquer le premier choc pétrolier. Le rebond des cours des pétroles est manifeste, mais contenu à ce stade, même si le cours du pétrole reste à un niveau élevé. Mais c'est vrai que, à nouveau, l'économiste, il faut qui regarde non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, mais aussi d'autres aspects extra-économiques. Pendant le débat d'Os Daniel, on disait que la perception des Français n'est pas forcément celle-ci, d'avoir gagné du pouvoir d'achat cette année, notamment parce que pour beaucoup de Français, il y a beaucoup de dépenses contraintes, l'immobilier, les abonnements, etc. Et en fait, ce sur quoi on est très sensible, c'est ce qui nous reste pour notamment se nourrir. Et c'est là où, effectivement, il y a un écart entre ce que vous dites, qui est sans doute vrai, et ce que les Français perçoivent. Par ailleurs, les achats du quotidien, qui sont notamment les achats alimentaires, ils ont connu une inflation extrêmement élevée. Ah oui, plus que l'augmentation des salaires. On était à 16% sur un an au mois de mars. 16% sur un an pour l'indice des prix alimentaires. Donc c'est énorme, effectivement. Et ce sont des achats que l'on fait tous les jours. À l'inverse des prix, par exemple, des services, les abonnements, au total, les services, c'est 50% du panier de consommation des ménages. C'est un peu plus indolore, on va dire, mais c'est tout de même 50% du panier. Mais ça a progressé moins vite. Alors c'est pour ça que l'indice, il a culminé autour de 6% et pas le 16%. Dûment mesuré par l'INSEE. Qui est la perception dans le baromètre Doxa des Français. Et d'ailleurs, et c'est assez proche, si on se limite au seul champ de l'alimentaire, c'est assez proche de ce qu'on mesure. C'était 16% au mois de mars. Alors après, par ailleurs, la première moitié de l'année a tout de même été caractérisée par une inflation très élevée. Et nous prévoyons que les salaires progresseraient plus vite que les prix, mais uniquement en deuxième moitié d'année. Donc c'est normal que nos concitoyens aient une perception quand même du passé récent, notamment de la fin 2022 et de la première moitié 2023, assez dégradée en termes de pouvoir d'achat. Tout ça va nous amener à une croissance légère. On est sur 0,1% du PIB attendu au troisième trimestre. Et vous voyez le chômage reprendre un petit peu, 7,3% au deuxième trimestre. Pourquoi ? Alors c'est vrai que nous voyons un marché du travail un peu plus terne au deuxième semestre qu'au premier. Alors pourquoi ? Alors rappelez-vous que le marché du travail, il a beaucoup étonné par sa vigueur. C'est-à-dire que l'emploi a été beaucoup plus dynamique que l'activité en sortie de crise sanitaire. Donc on avait cet écart qui a entraîné une perte de productivité par tête. On a expliqué hier avec les Rexecode notamment. Voilà, exactement. Écart qui commence peut-être à se résorber avec une activité quand même qui ralentit un petit peu. Donc une résorption de cet écart, et puis des enquêtes de conjoncture, là nos indicateurs avancés, qui montrent un climat de l'emploi quand même qui s'est dégradé au cours de l'été.
Si vous ajoutez à cela sans doute une moindre dynamique sur l'alternance, parce qu'il y a eu un très gros essor de l'apprentissage, mais les arbres ne montent pas au ciel. C'est-à-dire qu'à un moment, les sorties vont compenser les entrées de nouveaux contrats d'alternance, et ça nous mènerait à un emploi globalement stable au second semestre, et donc une légère hausse du taux de chômage, 7,3. Bon, ça reste 0,1 d'augmentation en deuxième moitié d'année. Merci beaucoup Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Dans une demi-heure, on sera avec Emmanuel Le Chypre qui va, peut-être par provocation, plaider pour une indexation des salaires sur les prix. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ? Il est fou. Il faut regarder, pour savoir ce qui peut se passer, il faut regarder ce qui s'était passé dans les années 70, au moment du premier choc pétrolier. C'est-à-dire que on sait que l'inflation, dans ce cas de figure, la boucle prix-salaire risque de se manifester, alors que là, on n'assiste pas à un emballement, on assiste à un rattrapage progressif des salaires, mais pas d'emballement en termes de boucle prix-salaire. Quelle drôle d'idée. Ça se fait en Belgique, alors on va pouvoir comparer. Oui, on va pouvoir comparer. Merci beaucoup Julien Pouget d'être venu nous voir ce matin.